comment un homme issu d'une des nations les plus pauvres de la planète a-t-il pu à ce point défier l'ordre mondial? C'est toute l'histoire de Thomas Sankara. On va décortiquer ensemble son parcours en se plongeant dans le récit qu'en a fait Jean Ziegler. Voilà, cette phrase donne tout de suite le ton. Pour Ziegler, Sankara, ce n'est pas juste un politicien de plus. Non, c'est une véritable force historique. Une figure qui incarne le refus, le défi face à un système mondial profondément inégalitaire. C'est ce défi-là qu'on va essayer de comprendre. Pour comprendre le révolutionnaire, il faut d'abord approcher l'homme. Et pour ça, il faut remonter le temps. Revenir à son enfance, à ces quelques moments clés qui ont vraiment forgé sa vision du monde et son sens si aigu de l'injustice. On se transporte en Haute-Volta, sous administration française. Le jeune Thomas n'a qu'un seul rêve. Attention, pas un jouet incroyable ou extravagant, non, juste la bicyclette du fils du directeur de l'école. Un objet qui peut nous sembler banal, mais pour lui, à ce moment-là, c'était le symbole de tout un monde totalement inaccessible. Après avoir été maintes et maintes fois repoussé, après avoir tout essayé pour avoir le droit de faire ne serait-ce qu'un petit tour, l'exaspération finit par l'emporter. Dans un acte de rébellion presque pur, il attrape la bicyclette et s'offre ce moment de joie, cette toute petite évasion. Et là, la réponse est d'une brutalité. Pour ce qui n'est qu'une impulsion d'enfant, la punition est d'une injustice totale. Thomas se fait battre et son père, lui, est jeté en prison. C'est un moment charnière. Il découvre concrètement comment le système colonial peut transformer une broutille en crime de lèse-majesté, une leçon qu'il n'oubliera jamais. Et on ajoute à ça une autre couche de complexité, son identité même. Sankara était un Slimi Mwagoa, de père Mossi et de mère Peul. Résultat, il n'était pleinement accepté ni par les uns, ni par les autres. Il a donc dû très jeune se construire une identité qui ne reposait pas sur ses origines, mais bien sur ses convictions et ses actes. C'est crucial de comprendre ça. Sa propre identité était déjà un combat. Et puis, les voyages vont tout accélérer. D'abord Madagascar. Là-bas, il observe, il analyse les mécanismes d'un soulèvement populaire. Il forge ses outils intellectuels en quelque sorte. Mais c'est au Maroc que tout bascule. Là, sa révolte devient personnelle, viscérale. Le spectacle de cette misère noire face au luxe absolument indécent des élites, ça transforme l'analyste en rebelle. Bon, maintenant, changeons d'échelle. On a vu l'homme, regardons le pays qu'il s'apprête à diriger. Parce que pour saisir l'ampleur de son projet, il faut vraiment comprendre l'état absolument désastreux de la nation qu'on appelait alors la Haute-Volta. Un seul chiffre suffit parfois à tout résumer. 9e. C'était le rang de la Haute-Volta parmi les pays les plus pauvres de la planète. Et ce n'est pas juste une statistique, c'est une situation d'urgence absolue. C'est le point de départ de tout ce qui va suivre. Et cette pauvreté, on la retrouve partout dans les chiffres. Des rendements agricoles si faibles qu'ils condamnaient à la faim. Un budget de l'État en déficit perpétuel complètement dévoré par la bureaucratie. Et l'éducation, à peine un enfant sur 5 avait la chance de s'asseoir sur un banc d'école. Le pays était, sans exagérer, à genoux. Et sur le plan politique, c'était une instabilité chronique. Depuis l'indépendance de 1960, le pays n'a connu qu'une succession de coups d'État. Le pouvoir n'était pas un outil pour développer le pays. C'était un trophée que les différentes factions militaires s'arrachaient. D'ailleurs, quand Sankara est arrêté en mai 83, en apparence, ce n'est qu'un énième épisode de ce triste feuilleton. Sauf que cette fois, le cycle va se briser. L'arrestation de Sankara ne va pas déclencher un coup d'état de palais de plus. Non, elle va mettre le feu aux poudres et provoquer un véritable soulèvement populaire. Le 4 août 1983, ce n'est pas juste un groupe d'officiers qui prend le pouvoir. C'est une révolution qui commence. Alors, c'était quoi sa philosophie? Cette citation que Ziegler utilise est très parlante. Sankara ne se voyait pas comme un guide qui impose sa vision d'en haut, plutôt comme un porte-voix. Son rôle pour lui, c'était d'écouter les aspirations, parfois confuses, du peuple, de les transformer en un programme politique clair et ensuite de le mettre en œuvre. L'un de ses premiers actes, et peut-être l'un des plus symboliques, ça a été de changer le nom du pays. Fini Haute-Volta, ce nom hérité de la géographie coloniale. Place au Burkina Faso, qui signifie la patrie des hommes intègres. C'était une déclaration incroyablement puissante. On rompt avec le passé, on fait naître une nouvelle identité nationale. Et cette révolution, elle reposait sur un noyau très soudé de 4 jeunes officiers. Sankara en était bien sûr le visage et la voix, mais ses plus proches compagnons, Compaoré, Zongo et Lingani, étaient absolument essentiels. Ensemble, ils formaient le cœur battant du nouveau pouvoir. Tout de suite, le nouveau gouvernement se lance dans une série de réformes radicales. L'objectif numéro 1, combattre la faim, combattre la pauvreté. Mais l'ambition, aussi immense soit-elle, allait se heurter de plein fouet à la dure réalité du terrain. Le rythme des réformes est juste effréné. La corruption, on vire les fonctionnaires véreux. Les dépenses de l'État, on coupe 15% dans le budget.
La santé, on lance des campagnes de vaccination massives. Le logement, on abolit les loyers pendant 1 an. C'est un véritable électrochoc pour tenter de transformer la société. Mais voilà la réalité. Cette observation de Ziegler, faite en pleine période de réforme, elle est poignante, et elle nous ramène brutalement sur Terre. Pendant que le gouvernement changeait les lois à Ouagadougou, des familles en étaient encore réduites à manger des larves de termites pour survivre. Voilà le défi monumental auquel il faisait face. Ce tableau illustre parfaitement les problèmes de fond. Un rendement agricole presque 9 fois plus faible qu'en France à la même époque, une administration qui engloutissait plus de 70% du budget et un commerce extérieur où les exportations ne couvraient que 20% des importations. Face à des chiffres pareils, la seule volonté politique, même la plus forte, ne pouvait pas tout régler. Alors que reste-t-il de cette expérience? Eh bien, malgré les difficultés immenses et sa fin tragique, l'esprit de défi de Sankara, lui, continue de résonner très fort. Et c'est l'un des points les plus marquants du récit de Ziegler. Ziegler utilise cette citation magnifique de l'écrivain Ismaël Kadare pour décrire Sankara et ses compagnons. Elle est parfaite. Elle capture cette volonté farouche, presque déraisonnable d'indépendance. Ce refus total de n'importe quelle forme de domination, qu'elle soit politique, économique ou même juste symbolique. Au final, l'histoire de Thomas Sankara nous laisse avec cette question, une question vertigineuse. Son parcours nous montre le courage immense qu'il faut pour essayer de briser un ordre établi, mais il nous montre aussi la puissance colossale des forces qui s'y opposent. C'est un héritage complexe, bien sûr, mais c'est surtout une source d'inspiration qui continue de nous interroger sur les véritables conditions du changement.